Nouvel épisode, on retrouve Romain Guillot, préparateur physique de Joan Zarco, qui nous explique le rôle du staff dans la performance des pilotes en MotoGP. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un athlète ?» Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Setup Podcast. Encore des super invités avec beaucoup d'expérience et avec qui on a mis pas mal de temps à réussir à trouver un créneau. Même là encore, là au dernier moment, ça a failli pas se faire, mais bon, c'est le direct. Merci à toi, Romain, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Gaël, effectivement pour ton invitation et désolé d'avoir reporté, mais les agendas étaient compliqués à, à faire cohabiter pour se retrouver, pour discuter un long moment. Ouais, je ne sais pas si beaucoup de personnes qui écoutent le podcast te connaissent. En tout cas, tu fais partie du staff derrière Johan Zarco, le pilote MotoGP. Et du coup, je te laisse te présenter et nous expliquer plus en détail ton travail. Ouais, brièvement, je suis Romain Guillot. Je vais avoir bientôt 36 ans, j'ai deux enfants, des jumeaux, et effectivement, donc je suis préparateur physique, c'est mon cœur de métier, hein. J'ai une formation universitaire STAPS, donc une licence entraînement sportif sur Avignon, puis l'enchaînement sur un master ingénierie de la performance et de la préparation physique pour pas donner un titre trop pompeux, mais bon, c'est le titre en tout cas sur Montpellier. Et à la suite de ça, voilà, j'ai été longtemps indépendant et depuis donc août 2014, en étant indépendant, j'interviens déjà au niveau de la préparation physique donc de Johan Zarco. Et depuis le 1er janvier 2019, suite à des changements qu'il a souhaité opérer dans sa carrière, je me retrouve à être un peu plus que ça, c'est-à-dire je qualifie ça d'assistant de manière globale. Mais donc, grosso modo, j'ai toujours en charge sa préparation physique et son entraînement au sens large du terme. Mais à côté, je m'occupe aussi de toute la dimension extra-sportive que peut avoir à gérer un athlète professionnel, c'est-à-dire la gestion des médias, la gestion des partenaires, la gestion des voyages, la gestion d'un budget, puisque tu dois tenir aussi un budget. Donc voilà, tous les aspects qui vont en plus du sport, disons. Et voilà, aujourd'hui, un petit peu mon métier, mes missions et mon rôle auprès de Johan. Ouais, c'est quelque chose que tu as réussi à faire naturellement, enfin, pas ce switch, mais cette casquette supplémentaire, ou enfin, ça demande des Ben, compétences particulières. bah, Ça demande forcément des compétences un petit peu particulières qu'on peut apprendre sur le tas, je dirais. Après, je pense comme moi, tu t'es indépendant, donc tu as créé ta société et je dirais après, au final enfin aujourd'hui je suis plus indépendant, mais j'étais indépendant et donc aussitôt sorti des études, j'étais déjà dans un cursus, une structure de société. Donc tu apprends à faire déjà toutes les démarches d'une société, tenir une comptabilité, les rendez-vous avec l'URSSAF, avec éventuellement des avocats si tu dois réfléchir à différentes choses. Donc, si tu veux, je pense que déjà, de par cette caractéristique-là, tu crées des compétences que tu n'as pas quand tu sors de l'université, parce qu'on t'apprend d'abord à être juste une personne de terrain, hein, clairement, et à faire de la préparation physique. On t'apprend pas à être chef d'entreprise. Euh, mais voilà, ce rôle-là, quelque part, en partie, c'est savoir gérer une entreprise et donc avoir du relationnel avec les gens qui font partie de l'entreprise, que ce soit, là, je dis des partenaires, mais si on parle d'une entreprise en général, finalement, c'est des clients ou autres.
Donc, je dirais, c'est plus ou moins la même chose, juste à une échelle différente, avec des budgets qui sont différents, avec des responsabilités qui sont évidemment différentes. Donc, du coup, j'ai dû, on va dire, élever mon niveau d'exigence un cran peut-être au-dessus. Mais globalement, il y avait des compétences qui étaient similaires avec ce que je faisais dans mon quotidien. Mais oui, clairement, après. Donc, c'est venu naturellement. Mais il a fallu quand même découvrir pas mal de choses pour être vraiment au point après. Euh, je sais mes qualités, je sais mes défauts, c'est-à-dire à aucun moment je suis un manager ou un agent, déjà parce que c'est très réglementé et que donc dans la mesure où j'ai pas les diplômes pour le faire, je vais pas m'inventer l'agent. Mais au-delà de ça, j'ai pas les compétences d'aller vendre quelque chose, un produit, et aller négocier des contrats ou quoi que ce soit. Moi, voilà, grosso modo, je fais plus du secrétariat de manière plus plus simple à comprendre que vraiment le côté voilà, management pur à aller négocier des gros contrats ou des choses comme ça. Après, chacun son rôle et sa mission. Mais voilà, pour ces missions-là, en tout cas, les choses sont venues assez naturellement. Et après, j'ai pu être aussi entouré par un peu des business angels qui m'ont permis aussi un peu d'apprendre les ficelles de la gestion peut-être d'une plus grosse entreprise. Et voilà. C'est intéressant parce que là, au final, tu te retrouves projeté dans l'ensemble des sphères de la performance. C'est que même si l'athlète est très bien préparé, si, entre guillemets, il dort pas la nuit parce qu'il sait pas s'il va être payé ou s'il va renouveler un contrat, c'est compliqué de performer. Et là, au fait, tu te retrouves quasiment à pouvoir, enfin, pas gérer, mais de moins vivre de près tout ça. Comment tu organises du coup toutes tes missions autour de Joanne? Ouais, c'est difficile de vraiment, je dirais, enfin si, il faut les organiser parce que sinon tu t'en sors pas, mais c'est peut-être aussi parce que je suis très organisé que ça s'est fait naturellement, mais je pense que de par notre métier, on est organisé, même si dans ton organisation, tu dois laisser de la souplesse parce que sinon, si tu la laisses pas, t'es pas capable de t'adapter, et si t'es pas capable de t'adapter, tu fais surtout pas ce métier-là. Euh, mais disons que ben, c'est simple, il y a le moment où je suis vraiment avec Johan pour le côté entraînement, et là, je dirais la partie business, elle compte pas parce qu'on est vraiment dans l'entraînement et il y a que ça qui compte, donc c'est la visée performance. Et il y a les moments où on n'est pas ensemble, et là où je dois tout de suite caler du moment où je suis sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour répondre à un partenaire qui a une demande précise, pour répondre à des mails, pour aller chercher des billets d'avion, pour faire toutes ces tâches-là. Et l'objectif, en fait, c'est que Johan n'ait pas à penser à tout ça. En fait, c'est moi qui pense pour lui. Et à la fin, je lui dis juste, ben, j'ai besoin de telle ou telle info, que tu me valides ça, ça, ça. Et après, moi, je fais toute la mise en application et la mise en action derrière. Mais voilà comment j'arrive à organiser tout ça. Après, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'être très performants, hein. Les téléphones, tu peux envoyer des mails, enfin, tu peux tout faire aujourd'hui avec ton téléphone. Donc, des fois, ben, malheureusement, tu es sur une longue sortie vélo et par exemple, et à un moment donné, tu t'arrêtes de boire un coca parce que ça fait partie de la sortie et que ça fait du bien. Je sors le téléphone, si je vois que j'ai des mails qui sont vraiment urgents, ben, autant je prends 5 minutes et je le traite parce que j'ai le téléphone pour le faire. Donc ça, du coup, tu l'organises pas vraiment, mais il y a une urgence. Enfin, qu'est-ce qui est urgent après? C'est difficile de toujours l'identifier, mais au moins tu sais que tu l'as fait et tu le reportes pas plus tard parce que si tu reportes des fois trop, tu t'en sors plus non plus. Donc, euh, donc voilà, et après tu optimises ton temps. Dès que tu es en voiture, ben, tu mets ton Bluetooth et tu fais tes appels parce que ça te permet aussi de gagner des fois une demi-heure, une heure. Et donc voilà comment j'essaie d'organiser globalement mon temps. Il y a le moment où je suis vraiment en mode entraînement parce que je suis avec Johan et les moments où justement on n'est pas ensemble et là c'est toute la partie organisationnelle et business qui est dédiée. Ouais. Euh, Au même titre que tu gères beaucoup de sphères autour de Joanne, je sais que tu agis sur beaucoup de sphères rien que dans la prépa physique. Si tu peux nous en parler un petit peu plus des choses un peu moins conventionnelles qu'on a l'habitude de voir dans la préparation physique.
Ouais, ben la prépa physique, après, moi, ce que je trouve beau dans ce métier, enfin, qu'on considère encore jeune, mais qui l'est plus tellement que ça maintenant, c'est qu'il y a évidemment des recettes qui sont construites sur beaucoup de choses simples, banales que tout le monde doit connaître pour faire progresser à minima un athlète. Et après, je trouve que chacun peut avoir sa vision et la vision de chacun, pour moi, elle reste entendable dans la mesure où elle est justifiée et qu'elle répond à un objectif, hein, quelque part. Après, encore une fois, ça ne tient qu'à moi de dire ça et on a le droit de pas être d'accord avec ça. Mais, euh, mais du coup, en plus, dans le type de sport pour lequel j'interviens aujourd'hui, puisque moi, je suis plutôt issu des sports co au départ, mais donc aujourd'hui, je suis avec un sportif individuel qui fait de la moto. Personnellement, je connaissais rien à la moto quand on s'est rencontrés. Je suis pas un motard et je pense que même si je suis un motard, avant de connaître l'exigence qu'il y a sur la moto, à part le pilote lui-même, je pense qu'on peut pas vraiment identifier les besoins. Donc, il y a beaucoup d'échanges évidemment qui se mettent en place. Mais du coup, de par cette spécificité de ce sport-là qui fait qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, tu peux avoir plusieurs chemins pour essayer de construire finalement ta voie de performance, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, comme j'ai déjà dit dans une interview encore récemment, euh, mais à la finalité, je prends des outils, enfin, je me sers de beaucoup de sports comme d'outils. Donc, ça peut être le vélo, ça peut être l'escalade, la course à pied, l'apnée, ça peut être qu'est-ce que même des sports des fois de raquettes, hein, du squash, du paddle tennis. Ça peut être ben, la moto évidemment, parce que la moto fait partie malgré tout de l'entraînement. Et heureusement, c'est comme si tu prenais un cycliste qui fait jamais de vélo ou un footballeur qui tape jamais dans un ballon, mais ce qui reste particulier parce qu'ils n'ont jamais accès à leur outil de Mm. compétition comparé aux autres. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut trouver toujours bah, d'autres voies pour essayer de rester en tout cas le plus performant possible pour ça. Et donc voilà, moi, ma conception, c'est ça, c'est avoir tous ces outils-là à disposition et en fonction du temps que j'ai à disposition, de la période et des retours de l'athlète, et en l'occurrence Johan, c'est essayer de construire un programme qui puisse lui correspondre le plus possible en prenant voilà, mes besoins dans chaque outil. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est ça, voilà. Ma conception aujourd'hui, elle est un peu dans cette voie-là. Je pense qu'on peut l'appliquer malgré tout à beaucoup de sports parce que ça permet aussi finalement d'avoir des fois une plus grande ouverture d'esprit et même une plus grande ouverture de schéma corporel ou autre. Et des fois, quand on est moins fermé dans un schéma corporel, ça permet de s'adapter plus facilement à de nouvelles choses. Et malheureusement, le sport de niveau aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter constamment parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'elle soit technique ou d'ordre matériel, eh ben, si t'es pas capable de t'adapter, eh ben, tu restes finalement sur ta voie de performance antérieure, mais est-ce qu'elle suffit pour être du coup après au même niveau que les autres? Pas toujours, quoi. Mm. Ouais, enfin, il y a peu de sports qui sont, comme tu disais, la moto, ou entre guillemets, tu fais du foot, du tennis. Avoir accès à un terrain, c'est facile. Par contre, s'entraîner en MotoGP, et déjà, il faut le staff, il faut l'usure des pièces et toute la logistique qui va derrière pour pouvoir s'entraîner, en plus de la demande physique que ça impose. Et c'est un peu fou de se dire que il peut pas faire enfin, son sport classique de manière plus en volume horaire plus important. Euh, Ouais, c'est fou, mais après, bon, c'est fou, comme tu dis, et je suis d'accord avec toi, il y a en même temps une logique, c'est comme la Formule 1, hein, ouais. c'est que si tu prends vraiment l'outil, que ce soit la Formule 1 ou la MotoGP, rien qu'une pièce peut parfois coûter des dizaines de milliers d'euros. Et pour la démarrer, rien que pour démarrer une moto, il te faut quatre ou cinq personnes. Donc, imaginez juste un entraînement. Donc déjà, ça a un coût.
Et donc, du coup, il y a un règlement qui est fait pour ça, c'est-à-dire de dire, ben non, on va limiter, enfin, la MotoGP, c'est que quand le promoteur, il dit, on peut faire des tests ou pas, parce que sinon, ce serait aussi l'armement, enfin, la course à l'armement, à la fois technologique et financier, c'est-à-dire que l'écurie qui aurait le plus d'argent pourrait faire le plus d'entraînement, et donc, forcément, Mm. au niveau du championnat et du sport, ça aurait de grosses répercussions dans l'équilibre des forces en présence. Donc, c'est tout un ensemble qui est pris en compte là-dessus et on doit s'adapter à ça. Ouais. Justement, l'un des facteurs de performance en moto, c'est de la partie réglage et entre guillemets la combinaison pilote-machine. Parce qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les deux, que le pilote se sente bien Mhm. et que la machine soit réglée pour lui correctement. Et ça demande beaucoup d'essais et ils n'ont pas beaucoup justement de temps pour le faire. Comment tu as mis en place des choses pour optimiser ça? Moi, là-dessus, concrètement, je peux pas influer déjà parce que j'ai aucune compétence en mécanique ou en technique de pilotage. Donc moi, clairement, j'influe pas là-dessus. Et disons, il y a après dans le team, tu as toujours ce qu'on appelle un chef mécanicien, tu as un responsable des data, donc qui va collecter toutes les informations de la moto, des puissances de freinage, des angles, des vitesses, enfin, tout un tas de paramètres qu'on n'imagine même pas. Et après, tu as les mécanos autour. Et donc déjà, les deux premières personnes que j'ai citées, c'est elles qui vont trouver la direction technique de la moto, recueillir les sensations du pilote et en fonction des sensations, essayer de comprendre par rapport aux data les sensations et de voir comment on peut travailler sur la moto pour que effectivement la, la cohésion entre les deux se fasse du mieux possible pour donner le plus de feeling au pilote et donc plus de performance. Mais voilà, moi clairement, j'influe pas là-dessus et je veux pas influer parce que justement, quand t'as pas les compétences, enfin, c'est pas péjoratif de pas avoir les compétences, mais c'est justement reconnaître qu'à un moment donné, si tu influes là-dessus, tu risques de dire des bêtises et ça va aller trop loin. Et je dirais aussi que moins le pilote il rentre dans la technique, et quand je dis technique, c'est vraiment le côté vraiment trop mécanique, et plus il se rend quand même la tâche facile parce que dès que tu commences à trop réfléchir, en fait, tu te trouves des problèmes sur tout. Et donc, ça peut pas fonctionner. Et comme les machines sont tellement des prototypes, poussé à l'extrême que si tu commences à, voilà, vraiment à trop réfléchir, tu te mets des freins, en fait. Et du coup, tu dépasses pas le problème et donc tu vas pas aussi vite que ce que tu aimerais aller, quoi. C'est ça la juste balance à trouver. Et Mm. là où je peux essayer d'influer, mais voilà, c'est plus sur de la discussion en disant, en rappelant des bases et se focaliser du coup sur les bons objectifs et pas les mauvais, quoi. Mm. Mais du coup, est-ce que tu as vu des liens entre du coup, tes compétences de préparateur physique, tu vois, et la partie plus technique qui doit rester, entre guillemets, technique, ce que tu disais. Mais est-ce qu'il y a des liens entre, pas des qualités, mais de se dire, si mon pilote est en forme, il se sentira mieux sur la moto et il arrivera mieux à la régler, ou le contraire, est-ce qu'une moto mieux réglée va pouvoir compenser une fatigue particulière, tu vois? Ouais, ouais, alors ça peut effectivement arriver, hein. Enfin, on s'est rendu compte sur les 3 dernières années clairement que si physiquement t'es pas au top, de toute façon tu peux rien faire avec la moto. Parce que encore une fois, les machines sont devenues vraiment de plus en plus puissantes et performantes. Et, et si tu veux, il y a encore de ça quelques années, on pouvait se dire, juste avec du pilotage, comme le faisait Valentino Rossi, pour pas donner de nom, mais qui est pas forcément, je pense, un sportif, ou en tout cas, il a jamais fait valoir ça Mm. dans sa, enfin pas un sportif, si c'est un athlète, mais il a jamais fait valoir, on va dire,
capacité physique comme si il allait faire des sorties vélo de 200 km ou des 10 bornes en 33 minutes ou j'en sais rien, tu vois, des grosses perfs physiques. Il a toujours fait valoir son pilotage. Mais aujourd'hui, tu peux faire valoir ton pilotage, mais si physiquement t'es pas en forme, en fait, tu peux pas, tu peux pas justement dépasser les problèmes que tu vas avoir sur la moto, parce que quoi qu'il en soit, tu vas en avoir des problèmes sur la moto, parce que justement, ça va bouger beaucoup, ça va glisser beaucoup, donc voilà, oui, il y a un lien déjà entre si je suis en forme ou pas en forme, est-ce que déjà je vais être en capacité de gérer la moto ou de pas la gérer. Et forcément, si tu la gères pas, bah, tu te crées encore plus de problèmes. Et comme tu te crées encore plus de problèmes, tu es encore plus fatigué et donc tu peux pas la piloter. Et en fait, c'est un cercle vicieux dans ce sens-là. Et d'un autre côté, tu peux aussi avoir des échanges avec ton chef mécano enfin, avec le chef mécano et autres, et qui, eux, par des datas, peuvent voir des choses particulières sur des angles ou autres et qui peuvent te laisser penser que peut-être que sur une position de, je sais pas moi, faiblesse sur un membre inférieur pour pousser, enfin pour une action précise en pilotage, pour pousser, admettons, sur les jambes pour pouvoir, je sais pas, changer d'angle ou ce genre de trucs, ils vont te dire peut-être il y a un truc à travailler là-dedans. Et toi, ça va t'amener sur une piste sur ta préparation physique, par exemple. Mais c'est là, voilà, où le lien peut aller. Mais je dirais plus que voilà, le vrai rôle de la prépa physique là-dedans, c'est de rendre l'athlète le plus en forme possible pour qu'il soit en fait capable. C'est plus moi je le vois plus comme arriver à ne pas subir plus qu'autre chose en fait. Et si déjà tu l'évites de subir le truc, après c'est son pilotage et donc les réglages qui pourront faire la différence. C'est un peu plus voilà, en termes de réflexion, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est Pour faire intéressant simple, comme hein, idée. mais voilà. Ouais, ouais, mais c'est comme tu disais, c'est que s'il y a des logiques, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, mais pour l'instant, c'est ta stratégie et c'est intéressant d'avoir ce point de vue, enfin d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu m'entends? Ouais, non, Ah, peut-être, non, ouais, je t'entendais bien, mais non, non. Je savais pas que rajouter de plus à ok. ta phrase. C'était, voilà, oui, comme tu le dis, effectivement, voilà, tout point de vue est entendable et après, voilà, ça reste un milieu où tu sais pas ce que font les autres, donc tu sais pas finalement qui est dans le vrai ou qui ne l'est pas. Le but, c'est pas forcément de le savoir. Mais globalement, tu te rends compte que tout le monde galère, que tout le monde est au taquet et voilà, ça reste aussi des sports très particuliers parce que si tu prends, bon, je sais que toi, t'es pas mal dans le vélo, donc il y a quand Ouais. même aussi une certaine similitude avec on va dire le sport mécanique en globalité, mais tu peux être le plus en forme possible et comme par hasard ce jour-là tu crèves ou tu as un problème mécanique, ben tu pourras pas faire la perf que tu pensais pouvoir faire. Et donc du coup tu peux pas t'en vouloir parce que tu étais prêt, mais en même temps ben t'as pas le résultat parce que la machine t'as pas permis de l'avoir. Des fois la machine te permet de l'avoir, mais ce jour-là t'y es pas. Et donc c'est la remise en question, elle est pas facile tout le temps, à savoir justement à quel degré tu mets chaque curseur pour dire est-ce que enfin voilà, est-ce que c'est la faute du physique, du mental, de la technique, un peu de tout. Et donc c'est pas évident, c'est pas un athlète qui va faire un 400 mètres, clairement, à part tes sensations physiques et physiologiques, il n'y a rien d'autre qui peut compter, quoi. Donc, si tu passes à côté, c'est que tu es vraiment passé à côté, soit mentalement, soit physiquement, mais tu peux pas remettre du coup le truc sur un incident mécanique et c'est pas facile des fois de justement arriver à accepter que la performance, elle dépend pas que de toi. Voilà. Ouais. Ouais, comme tu disais, c'est qu'il suffit qu'il y ait un concurrent qui tombe devant toi et enfin qui t'emporte dans la chute et qui est pour rien et tu étais juste enfin, mal placé. Aussi, aussi. Voilà. Ça fait partie du sport où, dans le sens, bah, il y a des adversaires et ils sont sur la piste avec toi, quoi. Mhm.
Ouais. Euh, Comment, du coup, cette partie, on parlait de la chute, ça peut arriver, et c'est quand même en MotoGP, et il y a des gros enjeux de risque de blessure. Comment tu manages ça? Bah là, finalement, tu le manages, je dirais pas forcément beaucoup, dans le sens où bon, j'ai pas connu Johan avant sa formation, mais la chute, elle fait partie finalement de ta formation et elle fait partie du sport. Donc déjà, globalement, tu apprends aussi à chuter en fait. Et donc du coup, plus tu montes dans les catégories, plus tu es, on va dire, à l'aise avec la chute, si on peut dire ça comme ça. Euh, et donc, dès lors qu'elle fait partie du sport, en fait, déjà, t'évites d'en parler parce que si tu parles de chute, potentiellement, Hmm. sans parler de quelque chose qui va te porter malheur ou pas, mais potentiellement, tu te mets une idée en tête et donc, si tu penses à chuter, tu vas chuter. Voilà, c'est ça comme beaucoup de choses dans la vie en général, mais si tu penses au mauvais, forcément, il va t'arriver. Donc déjà, tu vois, ça se manage en essayant d'éviter d'en parler. C'est comme si tu dis, je sais pas, ben, je te prépare telle ou telle combinaison parce que si jamais tu chutes à telle session, non, en fait, au pire des cas, tu le penses toi pour te dire tout est prêt, mais déjà, t'évites d'en parler. Euh, et donc voilà, comme elle fait partie du sport, elle existe et souvent le risque, il reste maîtrisé. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, ils ont évidemment des casques, des combinaisons avec des airbags, tout ça. Donc là, le niveau sécuritaire et matériel, il est très élevé à ce niveau-là. Et tant que ça reste juste une glissade, il peut pas arriver grand-chose. Maintenant, après, il y a des accidents qui sont beaucoup des chutes qui sont beaucoup plus graves, notamment si tu passes par-dessus la moto, en espérant que la moto te revienne pas dessus aussi. Et c'est ça qui est souvent, en fait, c'est presque le suraccident qui peut être le plus grave qu'autre chose. Mais donc voilà, tu t'as pas forcément à le manager parce que ça fait partie du sport. Et justement, parce que ça fait partie du sport, tu dois aussi être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand la chute, elle arrive, tu peux pas la surdramatiser parce que soit ben, il s'est rien passé de particulier et donc de toute façon, tu dois remonter tout de suite sur la moto. Donc, tu reviens pas dessus pour justement pouvoir passer à autre chose. Et si malgré tout, il y a un petit pépin parce que, je sais pas, moi, tu t'es tordu un peu le doigt ou quelque chose, tu dois pas paniquer et tout de suite, OK, on trouve les solutions et on agit parce que de toute façon, malheureusement, même avec un doigt ou tu as une entorse ou quelque chose, tu devras essayer d'être sur la moto le plus tôt possible. Donc, Ouais. c'est, en fait, ça t'apprend à gérer le risque, enfin, t'apprends à gérer le risque et à faire en sorte que même les choses les plus graves, tu gardes un sorte de calme et de self-control pour dire, OK, la situation c'est ça, maintenant on trouve une solution, on y va, on avance. Et voilà, après, voilà comment on essaie de voir le truc. Ouais. Mais écoute, je pense que c'était une bonne conclusion et on peut faire une métaphore avec beaucoup de choses entre guillemets, le risque est présent, il ne faut pas le dédramatiser. Et quoi qu'il arrive, il Mhm. faut essayer de remonter le plus vite possible sur la moto. Donc, Sûr, ouais, sûr. une bonne conclusion. Je pense qu'on est pile dans les temps avant que tu Ouais, commences. je suis désolé. Du coup, comme on a pris un peu de retard parce que bah, t'as eu comment dirais-je, un empêchement de dernière minute et c'est vrai que là, le timing est tendu parce que ben, dans 10 minutes, l'école va, va Ouais. lâcher mes enfants dehors et je dois aller les chercher. Donc voilà, c'est malheureusement, on va faire un épisode un peu raccourci aujourd'hui, mais s'il y a ça t'a soulevé d'autres interrogations et d'autres envies d'échange, écoute, on essaiera de caler les agendas pour en faire un deuxième. Ouais, c'est ça. Juste pour, j'allais dire, dernière phrase de conclusion, si tu avais trois conseils à Ouais. donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait? Alors, tu veux t'adresser à un athlète ou à un préparateur physique? À un athlète. À un athlète. Un athlète. Ouais, c'est difficile, mais de donner trois conseils parce qu'il peut y en avoir mille. Mais déjà, s'entraîner dur, ça c'est la première des choses, c'est-à-dire entraînement difficile, guerre facile. Ça c'est la première chose. Ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles.
essayer toujours de tirer le positif et continuer d'avancer. Et, et la dernière, peut-être simplement croire en soi et en ses rêves, peut-être. Ouais, ça peut être les trois conseils à Ouais. chaud comme ça. C'est pas facile Ouais, d'en non, mais sortir trois c'est comme ça. parfait, je pense, pour clore un peu tout ce que tu nous as expliqué. Un grand merci pour ton partage d'expérience et toutes tes réponses. J'espère que ça C'était aurait été. presque bien trop court, mais parce que c'est vrai que j'étais parti pour discuter davantage encore avec toi, mais là, c'est vrai que c'est le temps qui nous coupe. Ouais, c'est ça. Mais bon, il vaut mieux, justement, j'espère qu'on aura mis l'eau à la bouche du coup de ceux qui nous écoutent et on en profitera pour caler les agendas et faire un deuxième épisode avec grand plaisir. Ça marche. Écoute, Avec plaisir, plaisir partagé. un grand merci pour le temps que tu m'as accordé et à bientôt, j'allais dire, pour un prochain épisode du Setup Podcast. Ça marche. Merci à toi, Gaël, Ciao. et bonne continuation à tout le monde. Salut.